cellules souches, Didier Montaraz, département de biologie du développement, et cellules souches à l'Institut Pasteur. Alors, cette notion, on en a énormément parlé. On a entendu parler dans tous les médias, donc ça doit toucher le grand public, cette affaire de cellules souches. Surtout qu'on en a entendu parler aussi au travers de ça va être une source de remède miracle, éventuellement, qui est quelque chose qui est, bon, à mes yeux, maladroit de le présenter comme tel, même s'il y a peut y avoir des espoirs. Alors, dans les différentes cultures, ça prend différents noms. En France, on dit cellules souches. En Angleterre et aux États-Unis, on dit stem cells. Et en Espagne, par exemple, on dit cellules mères, cellulas madres. Et ça signale un petit peu leur fonction, en tout cas de qui parle-t-on. Et alors, je vais juste essayer de faire un point rapidement là-dessus. Et je voudrais que ça soit vraiment clair dans votre esprit, parce que c'est très important. Et donc ça fait un peu professoral, là, mais c'est pas grave. Je voudrais que vous ayez vraiment clairement à l'esprit la notion de ce que c'est qu'une cellule souche embryonnaire, la notion de ce que c'est qu'une cellule souche tissulaire adulte, par exemple, et les cellules souches induites par reprogrammation, dont on parlera ensuite, en dernier, qui est un nouveau venu sur la scène des cellules souches. Jusqu'en 2007, on voyait ces deux types cellulaires. C'est récent, cette affaire de cellules souches induites. C'est très récent. Alors, les cellules souches embryonnaires, elles sont à l'origine de tous les tissus depuis les premiers stades de la formation de l'embryon. Ça, c'est la définition minimum. On va voir un petit peu des exemples illustrés. Les cellules souches tissulaires adultes, tout à l'heure, Fabrice a évoqué le cas des muscles du squelette, par exemple, ou du sang. Eh bien, chaque jour, vous avez besoin de millions, moi aussi d'ailleurs, de cellules sanguines neuves. Et d'où viennent-elles? De la moelle osseuse. Sous la responsabilité de qui? Des cellules souches hématopoïétiques qui sont logées là. Donc sans cesse on produit, on doit renouveler sans cesse une fraction de tissu adulte. C'est vrai pour la peau, on a beaucoup parlé de la peau, c'est vrai pour le sang. Pour les muscles, les choses sont plus, on verra, plus calmes, sauf en cas de blessure. Mais là aussi, il y a des cellules, et dans il y a un autre tissu, il y a des cellules souches tissulaires adultes. Les cellules souches induites par reprogrammation, on en reparlera après. Il y a aussi des termes dont on entend parler dans les articles ou les nouvelles qui sont délivrées à propos de ces cellules. Il s'agit, et là encore, j'aimerais que ce soit clair dans votre esprit, les propriétés élémentaires des cellules souches. Pour être cellule souche, il faut être capable de s'auto-renouveler. Parce que vient avec cette capacité d'auto-renouvellement la notion de réservoir qui persiste. Il faut que ça persiste le temps de la vie quand même, sinon on perd la fonction. Et puis être capable de se différencier aussi. Il faut savoir ce qu'on a à faire, c'est-à-dire remplacer le tissu affecté. Et alors c'est à ce propos-là qu'on voit aussi une autre notion, ou d'autres termes qui sont assez importants, c'est ces termes de capacité, ou de potence. Alors, une cellule peut être totipotente, elle peut tout faire. C'est le cas des cellules souches embryonnaires, puisqu'elles vont être à l'origine de tous les tissus de l'organisme. Totipotence. On peut faire du cœur, on peut faire de l'os, on peut faire du système nerveux central, des neurones. On peut aussi faire les astrocytes qui font le boulot des neurones, puisque eux ne se déplacent pas. Comme disait de façon un peu humoristique Fabrice. Et puis bien d'autres, tous les tissus, le foie, l'appareil digestif en général, etc. Et donc, totipotence. Pluri- ou multipotence, on va voir, c'est le cœur, c'est le sang. C'est un bel exemple de cellules pluripotentes tissulaires adultes. C'est-à-dire, on fait plusieurs choses, mais de façon organisée. Et puis monopotente, elles ne savent qu'une chose. Elles travaillent pour le compte du tissu auquel elles appartiennent, dans un cadre fixé. Alors, voilà. J'espère que tout ça est clair dans votre esprit. Et on va revenir aux cellules souches embryonnaires. Ça, c'est un embryon. C'est une perception qu'on peut avoir d'un embryon de souris.
au stade blastocyste, c'est-à-dire 300 cellules, après 4 jours. 4 jours après la fécondation. Alors évidemment, souvent au laboratoire, on utilise des techniques de coloration où on sait colorer les contours cellulaires et on sait colorer les noyaux. Donc là, il faut que vous raisonniez ça un peu comme une espèce une sphère avec une cavité à l'intérieur. Donc ça, c'est les premières cellules de l'embryon. À ce stade, là, sur une image comme ça, si vous me demandez où est la cellule souche, est-ce qu'il y en a des cellules souches embryonnaires là-dedans, je dirais, s'il y en a, elles sont dedans. Ça, c'est l'enveloppe. Et je vais essayer de vous en donner une perception avec cette petite animation, où là, on cultive au laboratoire des embryons de souris. Et vous voyez l'embryon tel qu'on l'avait vu. Bon, l'image n'est pas très bonne, mais malgré tout, on perçoit cette notion de sphère. Donc, on voit simplement comme une coupe de ça. Et puis, donc la périphérie, l'enveloppe. Et là, il y a un paquet de cellules. Le temps de l'observation, il y a une asymétrie qui s'est créée là. Et il y a un paquet de cellules qui s'installe ici, à un pôle. Et donc, qu'est-ce que vont devenir ces cellules? Ces cellules, ça va donner c'est ce qu'on appelle à ce stade-là le trophoblaste. Et c'est ce qui va permettre l'implantation placentaire et la génération du placenta, c'est-à-dire l'implantation dans l'utérus. Parce que là, c'est encore un embryon libre qui se balade. Et là, il y aura, à proprement parler, les cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire celles qui vont donner tous les tissus et tous les organes de l'embryon. Et ces cellules, on peut les attraper, et on va le voir. On peut les... Pardon, j'aurais pas dû appuyer là, bon, c'est pas grave. J'appelle ça le bal des débutantes. Bon, parce que c'est le début de la vie, là. C'est l'embryon avant implantation. Avec la genèse de ce qu'on appelle la masse cellulaire interne, qui est le siège des cellules souches, de l'embryon à proprement parler. Alors, là, c'est un résumé un peu statique de l'affaire. On est là, au stade blastocyste, la masse cellulaire interne, la cavité, le blastocèle. On peut dissocier ces embryons avec des moyens doux, et à ce moment-là, séparer et isoler ces cellules. Et c'est à partir de là qu'on aura affaire à des cellules souches embryonnaires qu'on pourra manipuler au laboratoire, comme vous avez pu voir peut-être avec le stand cellules souches qui était présenté par Camille et Célia. Pardon. Et si on fait rien, ben, ça devient un embryon, ouais. Et alors, c'est pas la même espèce, mais ça donne une impression dynamique de l'affaire. C'est sur la diapo d'après. Ça, c'est un embryon de souris. Un autre modèle, le modèle le plus répandu qu'on utilise, en tout cas dans notre labo, c'est la souris. Mais il y a des labos à Pasteur qui utilisent le poisson, et d'autres, les oiseaux, la caille ou le poulet. Et puis d'autres modèles. Mais voilà, je voulais juste vous donner à percevoir que ici on a un début, on en a vu un petit peu, c'est un peu comme ce qu'a présenté, c'était Mathieu, ou oui c'est Mathieu, au départ, qui a présenté, lui c'était un oiseau. Là c'est un poisson, mais ça se ressemble énormément. Et il y a simplement un énorme sac vitellin, là, ça c'est la... Ça c'est pour allumer. Non. J'ai pas envie d'éteindre le projecteur. Non, mais c'est pas attention. Vous voulez faire quoi? Je veux montrer. Ah, il marche pas le pointeur? Si, il faut appuyer fort. Ok, merci. Non, un énorme sac vitellin, et puis l'embryon, il est déjà en cours de développement là. Mais on l'a filmé. Et ça donne ça. 16 heures. Donc on ne touche pas au blastocyste dont on a parlé tout à l'heure, et on laisse se poursuivre le développement. Donc on voit vraiment, bon là il y a une orientation qui est évidente, la tête, l'œil, les yeux, le système, il va y avoir le système musculaire et le système des cartilages qui se forment. Et ouais,
16 heures, en 16 heures. Bon, on peut filmer ça au laboratoire, évidemment, on fait des coups de prise de vue qui sont toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, pour arriver à faire un film comme ça. Donc si on fait rien, on a l'organisme entier. Donc voilà la fonction des cellules souches, c'est de donner naissance, embryonnaire, c'est de donner naissance à un embryon qui donnera naissance à un adulte. Bon, cela étant dit, je voudrais simplement passer à la question suivante pour illustrer les notions dont j'ai parlé. C'était pas ça que je voulais faire, mais j'ai encore un peu. Alors je le laisse quand même parce que c'est beau. Je ne sais pas si ça vous ennuie, vous me dites, c'est le même prix. Voilà, c'est vraiment. Alors, toutes ces structures segmentées là, ça va donner naissance aux muscles. Vous voyez quand vous mangez un poisson, les muscles sont très faciles à défaire. Ça vient de là. Nous, qu'est-ce qu'il nous reste de ça, les vertèbres? Il faut bien segmenter. Et oui, c'est ce qui s'appelle un tissu comme ça, le mésoderme paraaxial. C'est un tissu qui va donner naissance aux os et aux muscles. Et on parlait aussi des paravertébraux, c'est dans les affaires de Fabrice, c'est les filets mignons. Ouais. Et voilà, donc c'est des choses... Voilà. Donc là, j'ai un petit peu donné corps à ce qu'on essaye de qualifier de cellules souches embryonnaires. Je voudrais dire quelques mots des cellules souches tissulaires, heureusement encore plus. Je peux aller un petit peu plus vite peut-être, parce que de toute façon, on n'est pas là pour se souvenir de tout, mais simplement de cette notion. Et en plus, Fabrice a parlé très bien de la diversité des composants du sang. Je ne savais pas que c'était un tissu conjonctif. Qualifié de tissu conjonctif, ça c'est étonnant. Il est parti. Moi je l'ai écouté, lui. Bon. Et donc il y a les lymphocytes, il y a les globules blancs myélocytes, il y a les globules rouges pour la respiration et puis les plaquettes pour la coagulation. Donc c'est quand même un tissu riche et composé d'une série de cellules. Toutes ces cellules viennent de cellules souches qui sont logés dans la moelle osseuse. Des os, là, les os qui en ont le plus, c'est les os longs. Alors le fémur, c'est là qu'on prélève la moelle. Et les spécialistes le font, et en particulier pour préparer par exemple la moelle d'un donneur, pour tenter de guérir une personne à qui on espère pouvoir remplacer ses cellules souches. Et lorsque, par exemple, il est atteint d'une leucémie. Et ça donne, je trouve, à partir d'une seule cellule, un bon exemple de ce qu'on qualifie de pluripotent. Parce qu'il y a quand même un sacré paquet de types cellulaires qu'on peut retrouver à l'arrivée, qui proviennent tous d'une seule cellule. Évidemment, au fur et à mesure, il va y avoir des engagements distincts pour arriver à ces différents types cellulaires. Mais la cellule d'origine, elle est pluripotente. Elle ne sait pas à ce stade-là ce qu'elle va devenir. Elle peut devenir tout ça. Alors, un cas extrême, c'est le cas des muscles du squelette. Alors les muscles du squelette, bon là aussi Fabrice en a donné moi, je le qualifie plus du squelette que squelettique, parce que squelettique je le perçois toujours comme un qualificatif. Et ils ne sont pas squelettiques ces muscles, ils sont du squelette. Parce que squelettique ça veut dire chétif. Et je trouve. Mais bon, ça c'est pas le plus important. Donc ça c'est la perception évidemment. Bon, les muscles sont composés de fibres musculaires, ces cellules très longues, Fabrice en a donné un exemple. Bon, et ça va de tendon à tendon, hein, on peut avoir sur les muscles les plus longs, on peut avoir des cellules immenses. Et donc un éclaté un petit peu schématique d'un muscle, des fibres. Voilà une fibre au sein d'un faisceau de fibres. Et quand on regarde de plus près sur une fibre, par-ci par-là, et ça c'est un truc qui est apparu récemment,
j'aime bien insister là-dessus quand même je présente ça à des biologistes chevronnés, c'est l'histoire des observations et des découvertes. Comment ça se construit une découverte? Et donc il y avait un histologiste, anatomiste, qui travaillait aux États-Unis dans un laboratoire à New York, et qui a découvert des cellules toutes seules le long des fibres musculaires, mais vraiment intimement associées à ces fibres musculaires. Et s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Quelles sont ces cellules? Quelle est leur fonction? Peut-être qu'elles ont un rôle dans la capacité d'autorégénération des muscles, parce qu'on savait que les muscles, c'était une espèce de problème provoquant. Chaque fois que je prends ça, ça crépite. Donc je le prends plus. Et il se posait la question de savoir si parfois ces cellules n'avaient pas une fonction particulière dans la capacité d'autoréparation des muscles du squelette. On savait bien, on voyait bien que à l'occasion de blessures, le corps médical voyait ça, une blessure, la destruction d'un muscle, et généralement, à moins que ce soit extrêmement grave, ça se reconstruit tout seul, quasi tout seul. Et donc il a appelé ces cellules satellites d'abord parce qu'elles sont autour des fibres. Et puis il a dit probablement, peut-être qu'on comprendra qu'elles ont un rôle à jouer dans la régénération musculaire. Alors, je vais juste en donner un exemple. C'est le résultat de travaux qu'on a pu faire. Alors les fibres musculaires, là on les isole, au laboratoire on les manipule, on a fait des tas de choses avec ça. Et puis on a pu marquer génétiquement et repérer les cellules satellites qui se trouvent à la périphérie. Elles sont génétiquement marquées par un gène qui gouverne l'expression d'une protéine fluorescente. Donc on les retrouve. Et comme elle est fluorescente, cette protéine, on peut dissocier la fer, là, et récupérer tout ce qui est vert. Et avec un tri lumineux, en utilisant ce qu'on appelle la cytométrie, un fractionnement par cytométrie. Je vous montre quand même que ces cellules ont un noyau. On peut le colorer là. Et ça, c'est des exercices auxquels au laboratoire ça donne sans cesse parce qu'on a toujours besoin d'utiliser des marqueurs pour pouvoir repérer la cellule, l'identifier, la caractériser. Donc là, on utilise toute une série de techniques de coloration qui nous apportent des signatures et qui nous renseignent sur l'identité de la cellule. Et ces cellules, donc, comme je disais, on peut les isoler. Et on peut les cultiver. Alors on revient, comme dans la bouteille ou la boîte de culture que vous avez vue sur le stand de Camille et Célia. Et donc, on les met en culture et on les suit. Et on regarde ce qu'elles sont capables de faire. Elles bougent. Comme disait Mathieu aussi, ça bouge. Hein. Et ça se divise aussi. Hein. On voit que ça va augmenter en nombre. Je cherche une mitose là. Elles s'arrondissent quand elles se divisent, et puis hop, elles repartent. Et elles cherchent à se rencontrer, et puis elles commencent à fusionner. C'est ce que disait ça, c'est l'ébauche des fibres musculaires qui se forment en culture. On voit bien, parce que chaque petit rond un peu clair là, avec une truffe noire au milieu, c'est un noyau. Un noyau, c'est une cellule. Elles se sont rencontrées ensemble, et là, on a déjà une quarantaine de cellules qui ont formé une fibre. Donc elles ont la mémoire de leur affaire. Je suis musculaire, je sais fusionner, et donc mon identité est maintenue. Voilà. Ça, c'est donc le cas d'une cellule souche monopotente, qui est responsable de la capacité des muscles du squelette à se réparer. Ce que je voudrais faire, peut-être, parce que là aussi, il y a beaucoup d'animation là-dedans, il y a beaucoup d'images de cellules, et ce que je voudrais faire, c'est passer quelque chose comme 9 minutes en utilisant un film qui vient d'un réseau auquel notre laboratoire appartenait et que je trouve d'assez bonne qualité, même de très bonne qualité. Et donc on va regarder un film pendant 9 minutes. Ok ? Sur la question, bien sûr. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Ça démarre. Peut-être c'est trop fort. Hein. Dernièrement, on parle beaucoup des cellules souches. Mais qui sont-elles? D'où viennent-elles? Et que savons-nous vraiment à leur sujet? Dans notre corps, il y a un monde microscopique, actif et complexe comme le monde autour de nous.
Les cellules souches bâtissent et maintiennent ce monde. C'est l'histoire des cellules souches et de leur vie, à l'intérieur et à l'extérieur de notre corps. Attends, pardon. De notre corps. Ouais. C'est pas trop fort? Notre vie commence avec une cellule, l'œuf fécondé. Pendant tout le développement, les cellules se divisent encore et encore pour produire des milliards de cellules qui composent notre corps. À certaines étapes, la plupart des cellules cessent de faire seulement des copies d'elles-mêmes et commencent à se spécialiser. Une fois notre corps entièrement formé, la plupart de nos cellules sont spécialisées. Cells are very beautiful things when you see them down the microscope. Normally they're so minuscule we can't see them, even though they're what made of so. And each type of cell has its own characteristic. Some types of cell grow together, very closely together, and form beautiful patterns. Other types of cell will move away from one another. Some cells become big, other cells are always very small. It depends on what type of cell they are. Ces différents types de cellules travaillent en équipes spécialisées. Certaines transportent l'oxygène dans le système sanguin. Certaines s'occupent de l'extension et de la contraction musculaire. Certaines transportent des messages entre notre cerveau et le reste de notre corps. Stem cells are very special cells and they act as a reservoir, really, because the specialized cells can no longer make copies of themselves. So if they die, get used up, then they have to be replaced from someone, and this is where the stem cells function. Stem cells are used in the blood system. We need to make millions of new blood cells every single day, and these are generated from stem cells. And these cells actually live in the bone marrow. Altogether, the blood stem cell can make 8 different types of specialized cells. They're used in the skin. We need to make new skin cells all the time because we're always wearing away our skin. And actually now we know they're present even in the brain. We always have to make new stem cells so that they're not completely exhausted, because otherwise we'd lose the capacity to make any new cells at all. So the stem cell has to make a decision every time it divides, produces 2 daughter cells, and those daughter cells can be new stem cells or they can be specialized cells. Stem cells in the adult tissues can normally only make the type of cell in that tissue. So a stem cell in the skin can make cells of the skin, but it can't make blood cells, vice versa. Les cellules souches sont déjà utiles en médecine. Une seule cellule souche de peau peut produire à elle seule assez de cellules de peau spécialisées pour recouvrir le corps entier. Ce fut une découverte médicale majeure dans le traitement des grands brûlés. When a person is heavily burned, what we do, we take a sample from an unburned area, and this skin sample, we take it apart, and we get the cells out of it, and we seed these cells in a culture flask, like this one, and we feed the cells with a special liquid, which is full of protein and sugars. They need to eat, like you. And at some point, these cells will divide, will multiply, and they will cover the entire bottom of the flask. We remove these cells using a special chemical, and we get this
sheet of cells into the surgery room, and we transplant the patient with it. We can do only part of the skin today, which means we can do the outermost layer of the skin, which is very important because without this layer we will not be able to survive. However, we cannot reconstruct sweat glands or hair follicles. So these burn patients, their life has been saved with stem cells, but they have no hair and they don't sweat. That is obviously a problem. I mean, they are alive, but I cannot say they have a normal life like you and me. So that's why many laboratories around the world are trying to understand how the skin is built to be able to reconstruct it in the lab so we can improve the life of these patients. Les cellules souches sont aussi utilisées dans le traitement de patients souffrant de maladies sanguines telles que la leucémie. La transplantation de quelques cellules souches sanguines est suffisante pour guérir tout le système sanguin. Les cellules souches d'un type spécifique de tissus et d'organes peuvent uniquement produire les cellules de ces tissus. Nous savons qu'il y a des cellules souches dans la peau, le sang, les intestins et les muscles. Mais nous ne savons pas si d'autres organes ont leurs propres cellules souches, ou jusqu'à quel point elles seront utiles. Pour trouver une autre sorte de cellules souches, les scientifiques ont remonté la chaîne du développement jusqu'à les types cellulaires plus antérieurs. Elle est un sujet polémique et fascinant. Elle peut devenir n'importe quelle cellule spécialisée, la cellule souche embryonnaire. Cette cellule provient d'un blastocyte, l'étape dans le développement avant l'implantation dans l'utérus. Dans le cas d'un traitement de fertilité, les blastocytes sont créés en laboratoire. Ceux qui ne sont pas utilisés pour une grossesse peuvent être mis à la disposition de la recherche. In the early embryo, there's a group of cells that can give rise to all the tissues of the body. These cells are the ones we're very, very interested in because we know that we can take the cells from the early embryo and grow them in culture and maintain them in a state where they can contribute to all the tissues. What we're seeing here is the blastocyst stage of development. It's smaller than a pinhead actually. You can't see it without the microscope. So basically at this stage, the cells in the embryo, these are the cells here, they can make any tissue at all. What we have to do is isolate these cells. One way is we can remove the trophectoderm cells so that we're just left with a clean inner cell mass. So we can grow these in culture and they'll grow, multiply until we have large numbers of these cells that still have the capacity, is still able to form any tissue at all. Selon la façon dont elles sont cultivées, les cellules souches embryonnaires peuvent devenir des cellules de cœur, de sang, de cerveau et de peau. Ces cellules souches sont devenues des cellules cardiaques. When you're working with stem cells, you're always observing the cells. You're trying to understand how it is they can do what they can do. And you're trying actually to make them do what you want to do. It's almost like a battle of wills. Les scientifiques savent maintenant que les cellules souches traversent une longue suite de décisions pour devenir une cellule spécialisée. Une combinaison de signaux internes et externes guide chaque cellule souche vers un type de spécialisation. Ces signaux sont normalement produits par le corps. En étudiant comment recréer ces signaux en laboratoire, les scientifiques ont pour but de cultiver des populations pures de presque tous les types de cellules. The challenge to us then is to understand each decision and how it's controlled, and then how to provide those signals to impose direction on the system. And once we get to a point where that begins to happen, then you suddenly see, well, actually we could use this then to address medical conditions and medical problems. Je m'arrête là, exprès. Je veux dire, j'espère
j'espère que vous êtes d'accord. Non, je m'arrête là parce que là, il y a les thèmes. D'abord, c'était un peu comme une révision de ce que j'ai dit, par certains côtés, donc ça fait double emploi, peut-être pas double emploi, mais c'est deux façons de tenter d'atteindre un même but, qui est de bien distinguer à la fois ce que c'est qu'une cellule souche embryonnaire, ce que c'est une cellule souche tissulaire, et de ce que les biologistes essayent ou espèrent pouvoir faire avec ces types cellulaires. C'est pour ça que je m'arrête sur transplantation. Et peut-être arriver à faire de ces cellules, des cellules souches embryonnaires, des instruments thérapeutiques. Parce qu'on pourrait s'en servir pour réparer comme on peut le faire pour le sang avec des cellules souches tissulaires. Donc déjà engagé dans une voie telle que le sang ou les muscles du squelette, je crois que les muscles du squelette, l'engagement de la cellule ne constitue pas un problème. Et ce qui pose le plus de problèmes avec les cellules souches des muscles du squelette, c'est que les muscles du squelette, on en a partout. Et souvent, les maladies musculaires qui affectent les patients affectent tous les muscles. Et les cellules souches des muscles du squelette avec lesquels on travaille, elles migrent très peu. Ce qui fait qu'on peut espérer soigner des petits coins de muscles, mais pas la fonction. Donc c'est pas la thérapie cellulaire probablement qui sera la meilleure façon d'aborder la thérapie des maladies musculaires, qui sont les dystrophies musculaires, comme celles qu'on voit à la télévision une fois par an, avec la dystrophie de Duchenne, où tous les muscles fondent. Alors, c'est quand même intéressant de savoir, et important, de savoir que les laboratoires cherchent à... Bon, ça c'est le résumé de ce que je viens de vous dire, cherchent à faire de ces cellules souches embryonnaires de possibles instruments thérapeutiques. Bien. Et ça c'est le résumé donc sur ce que j'ai dit. Il y a un troisième larron qui est apparu sur la scène il y a une dizaine d'années. Non, oui, une dizaine d'années. C'est les cellules souches induites par reprogrammation. C'est ce qu'on appelle les cellules IPS. Encore une fois, Camille et Célia vous ont illustré un modèle de cellules IPS qu'elles travaillent dans leur laboratoire. Ça veut dire cellules souches induites. Bon, très bien. Alors, cellules souches, mais de quoi? De qui? Et en fait, c'est un travail qui a valu un prix Nobel récent à un professeur japonais qui s'appelle Yamanaka. Il a utilisé le cocktail de Yamanaka. Il a mis longtemps à mettre au point, il n'était pas tout seul parce que c'était un sacré boulot. Donc ils ont criblé toute une série de fonctions, donc de gènes, qui pouvaient avoir, d'après eux, une capacité de remise à zéro des compteurs. Ils ont tenté, quand je dis remise à zéro des compteurs, c'est faire ressembler le plus possible une cellule adulte à une cellule souche embryonnaire. C'est illustré là. C'est un petit peu ce que j'essaie d'illustrer. C'est-à-dire qu'on fait à partir d'une biopsie d'un patient, la plupart du temps, c'est une biopsie de la peau. Donc on peut vous faire vos propres cellules, presque souches ou IPS. En utilisant un cocktail qui est le résultat de la combinaison de l'action de 3 gènes reprogrammateurs, on peut faire ressembler ces cellules qui sont des cellules adultes à des cellules souches embryonnaires. On peut les amplifier en culture, quand on amplifie des cellules souches embryonnaires, et ensuite gouverner leur différenciation dans un lignage, pour le cœur, pour le système nerveux, pour le sang, pour les muscles, pour autre chose. Transformer ces cellules en cellules souches tissulaires à ce moment-là. Revenir parce que pour le cœur, il n'y a pas de cellules souches tissulaires. Et donc, si on veut intervenir sur le cœur avec des cellules, pour par exemple soigner un déficit, un infarct ou des choses comme ça, eh bien, on n'a rien à se mettre sous la dent, si j'ose dire, actuellement. Donc avec cette démarche,
Alors c'est ça, c'est cet être-là qui s'appelle IPS, qui est donc la cellule souche induite, qui est le troisième élément qui a apparu dans le tableau. Alors, on peut discuter beaucoup là après. Je veux dire, moi je vous ai donné, ou j'ai tenté de vous donner, l'existence de ces trois types de cellules, cette notion de cellules souches tissulaires, de cellules souches embryonnaires et de cellules souches reprogrammées. Je vais juste, peut-être pour animer le débat, ça c'est une cellule souche, en fait c'est un embryon de soleil au stade 2 cellules. Voilà, ça m'est tombé, c'était devant moi un jour au lever du soleil. Et avec un bel artefact évidemment, puisqu'il y a une branche qui a coupé le soleil en deux. Et avec une bonne surexposition, on peut faire comme si c'était deux cellules. Et bon, comme je vous ai dit, je travaille à l'Institut Pasteur. On a l'habitude, quand on présente son travail, de dire aussi d'où viennent les sponsors et qui nous a soutenus pour faire tout ça. Et puis, simplement pour donner une dimension, enfin je suis prêt à répondre à toutes vos questions, bien sûr, et à aborder, si certains le souhaitent, les questions éthiques et sanitaires qui viennent, parce que je ne vous cache pas que la première motivation qui a conduit à toutes ces observations, c'est une motivation de recherche. Généralement, les premiers laboratoires qui sont engagés dans la recherche sur les cellules souches, ce n'était pas pour faire de la thérapie. D'ailleurs, souvent, ils ont fait de la thérapie aussi sans savoir qu'ils travaillaient avec des cellules souches. C'est un peu comme M. Jourdain. C'est après, parce que c'est devenu à la mode, qu'on a dit, tiens, voilà, c'est des cellules souches. Et c'était vrai pour la peau, on a su soigner les brûlés, avant de dire, voilà, j'ai trouvé les cellules souches de la peau. C'est devenu des cellules souches de la peau après. Et bon, c'est une chose que je voulais dire. Et puis un deuxième élément, simplement pour dire qu'il ne faut pas aller trop vite et non plus se gonfler, gonfler les espoirs. Et j'ai fait un point, c'est un point qui date, hein, il date de l'année dernière. J'ai fait un point sur les aspects thérapeutiques, les recherches à des fins thérapeutiques. Qu'est-ce qui est en phase clinique et avec quoi? Qu'est-ce qui est en phase préclinique et avec quoi? Bon, les leucémies, ça fait longtemps, hein, avec les cellules souches hématopoïétiques. Les brûlures de la cornée, c'est très récent, et ça, c'est un vrai progrès. Mais il n'y a pas beaucoup de candidats, parce que il y a très peu de gens qui se brûlent les yeux. Mais là encore, c'est des greffotologues. La cornée, c'est la peau de l'œil, hein. C'est un peu comme la peau du corps. Les dystrophies des muscles du squelette, good luck, mais c'est compliqué parce que, non mais je suis très sérieux, je veux dire, quand on est confronté à un patient dystrophique qui perd la totalité de ses muscles, on va le guérir comment avec des cellules qui ne bougent pas assez, qui ne vont pas s'installer dans tous les muscles? Si on arrive à lui faire ça, oui. Les cellules souches embryonnaires ou induites, parce que là, vous avez remarqué qu'on travaille essentiellement avec des cellules souches tissulaires. Les cellules souches embryonnaires ou induites, moelle épinière, traumatisme mécanique, c'est les accidents de voiture, de moto, etc., les coupures de la moelle. Les cartilages, là, il y a beaucoup de recherches. La maladie de Parkinson aussi. Mais dans tous les cas, on est en modèle préclinique, ça veut dire on travaille chez le rat, on travaille chez la souris, principalement. Et puis, la maladie de la vision, c'était la DMLA. On entend parler de ça à la radio aussi, là, ou à la télévision. On voit, oh, tiens, je vois plus au milieu. Et avec le grand-père avec son petit-fils. Bon, pour le moment, c'était phase clinique interrompue, c'était un laboratoire japonais qui se... Mais le Japon pousse énormément parce que le Japon a abrité le prix Nobel. Donc maintenant, tout le monde veut absolument faire quelque chose avec ces cellules IPS. Il faut absolument qu'on avance, et c'est ce qu'ils se disent. Mais ça, c'est tant mieux, c'est très bien, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. À Paris, il y a des laboratoires qui travaillent sur l'utilisation des cellules souches embryonnaires dans la correction de l'infarctus à l'hôpital européen Georges Pompidou. L'équipe j'ai oublié son nom. C'est pas grave. Mais enfin, ça a lieu à Paris. Et voilà, donc ces choses-là sont en cours.
Donc ça, c'est la dimension thérapeutique, mais je voudrais que vous gardiez aussi à l'esprit qu'il y a une dimension recherche, curiosité, compréhension des systèmes. Et c'est comme ça que les affaires ont toujours commencé. Je finirai en disant que, bon, c'est un peu une tarte à la crème, peut-être, que je vais employer là, ou une phrase une formule qui va vous apparaître un peu dérisoire. Parce qu'on dit, ah oui, il faut favoriser la recherche appliquée. Ah bon, très bien, mais la recherche appliquée, on commence par quoi? Et il y avait un prédécesseur célèbre qui disait, la recherche appliquée, ça n'existe pas. Les applications de la recherche, ça existe. Voilà. J'ai oublié de vous dire que la personne qui a dit ça, c'est Pasteur. Merci pour ce dernier mot. Ouais.